VCLAP, c'est DevPEDA, comme développement pédagogique PEDA, DEVPEDA. Et le lien dans le chat, VCLAP, DEVPEDA. Et donc, on va avoir une première question qui va se rapporter du coup à votre activité personnelle. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment ou d'un événement dans votre vie professionnelle où vous avez eu le sentiment d'apprendre à devenir ingénieur ou conseiller pédagogique? Dans quelles circonstances était-ce? Avec qui? Avec quel type d'activité? Bref, essayez d'illustrer concrètement par votre expérience personnelle quelle a pu être une expérience de développement professionnel. On se laisse 3-4 minutes pour répondre. Oui, je vous expliquerai pourquoi on pose ce genre de questions, promis. Merci d'y répondre d'abord. On a une dizaine de réponses. On attend encore un petit peu. Je vois que ça répond encore pas mal. Ah, ça arrive tout d'un coup. Ok, bon, on va commencer à lire les premières. On a, dans un entretien face à un enseignant, en montrant le concept d'objectif pédagogique, qui, je pense, est une piste qu'on pourra illustrer. On a, du coup, en tant que stagiaire, pour accompagner un enseignant qui ne savait pas utiliser l'outil informatique en animant des réseaux de pédagogie numérique et non numérique, en prenant en charge un projet pédagogique, en animant un atelier au Pédagolab sur un poste d'accompagnatrice socio-professionnelle avec des personnes en insertion pro, avec mes pairs, lors d'une séance de tutorat, lors de formation ingénieur pédagogique, autour d'un enseignant, autour d'un projet pédagogique, un DU pédagogique, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, lors d'ateliers, lors d'un stage en master, en formation de master, dans un groupe de nouveaux MCF, en accompagnement d'un projet approche par compétences, participation à COPé, bref, on a plein de réponses. Formation, atelier, réseau, échange avec les pairs, intégration à un projet. Est-ce que c'était les réponses que tu attendais, Amaury, ou t'en voyais d'autres? Ton micro est coupé. Non, tu peux en citer peut-être d'autres. C'est vrai que ça, ce sont les circonstances, mais est-ce que ça décrit aussi en faisant quoi? Ou en apprenant, du coup, et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que les personnes ont appris éventuellement? Si vous complétez, vous pouvez aussi écrire dans la discussion, si jamais. Est-ce qu'il y a des... Je ne vois pas les réponses, donc... Oui. Si tu as des détails là-dessus, ça m'intéresse. Finalement, qu'est-ce que les gens ont appris lors d'une formation de plusieurs jours entre ingénieurs pédagogiques, conseillers pédagogiques, on voit comment on travaille les uns avec les autres et on partage sur nos manières de travailler et on apprend mieux à travailler en équipe. Oui. Par exemple. Ok, alors juste deux choses par rapport à ça, juste pour introduire. C'est vrai que
il n'y a quand même pas beaucoup de formations diplômantes sur le conseil pédagogique ou l'ingénierie pédagogique. Je suis plus sur l'ingénierie pédagogique, mais en tout cas sur les actions de conseil, d'accompagnement, etc. Il y en a relativement peu spécifiquement. Il y a quand même pas mal de diplômes en coaching, accompagnement, etc. Mais en gros, de ce que je sais de la vie des conseillers pédagogiques dans l'enseignement supérieur, c'est que les études là-dessus montrent que on est plutôt entre guillemets, des migrants académiques, c'est-à-dire des personnes qui viennent de différents horizons disciplinaires, avec un passé de formateurs, formatrices ou pas, d'enseignants, chercheurs ou pas, on a fait de la recherche avant ou pas. Donc c'est assez diversifié comme profil et en gros on apprend beaucoup en faisant. Et donc par l'action, en étant impliqué dans des actions, il y a des personnes qui ont parlé au moment où on donne une formation, où on est en entretien avec des enseignants. On apprend aussi beaucoup par l'interaction, ça c'est ce que vous avez dit aussi, hein, participer à des réseaux, j'entends. On apprend aussi, ça a été moins cité peut-être par l'appropriation, quand on lit quelque chose ou qu'on participe à une formation spécifique, par exemple, on s'imprègne de nouveaux contenus, on s'imprègne de nouvelles attitudes de la part d'un formateur, on les exerce, etc., de façon structurée, on participe à des formations. Ça peut être aussi, quatrième chose, la réflexion. Donc, il y a quatre façons de se développer ou d'apprendre le métier. C'est l'action, l'appropriation, la réflexion et l'interaction. Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut retenir de cet exercice-là, parce que en fait, on apprend l'enseignement aussi de ces quatre façons-là. On apprend à enseigner. Et donc, quand on sait que les enseignants qu'on accompagne apprennent aussi de cette façon-là, ça permet de diversifier un peu les actions qu'on va mettre en œuvre avec eux. Mais on y reviendra par la suite, évidemment. Après, une autre chose, c'est sur l'exercice lui-même. Quand je vous demande, quand on vous demande de se questionner sur votre réflexion personnelle à propos d'un événement d'apprentissage que vous avez vécu dans votre carrière, c'est ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques. Et c'est vraiment une méthode très intéressante euh, dans, euh, dans la formation parce que ça permet d'impliquer les enseignants. Si vous le faites avec des enseignants, c'est intéressant. C'est en fait un incident critique, je relis un peu la définition, c'est un événement qui peut sembler anodin de prime abord, mais qui en fait s'avère marquant pour la personne avec lesquelles cette personne interagit et pour les personnes aussi avec lesquelles on interagit dans un espace professionnel. Et cet événement s'inscrit généralement dans une situation délicate ou particulière, ou en tout cas elle nous a marqué parce qu'il y a parfois certaines émotions qui ont transparu dans cette situation et on l'aperçoit comme une situation qui peut changer le cours des choses. Ça peut aller, ou en tout cas qui change quelque chose, qui a été un démarrage de quelque chose de nouveau, par exemple, etc. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer cette méthode-là et qu'elle peut vraiment être intéressante justement dans l'idée de faire réfléchir ou d'accompagner la réflexion des enseignants. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok. Donc, si j'ai bien noté, pour le développement professionnel, on a l'action, l'appropriation, l'interaction et le dernier, c'est la réflexion, hein. Voilà, C'est ça. Donc, peut-être autant de pistes qui peuvent ouvrir des voies sur notre propre développement professionnel ou peut-être sur le développement des enseignants. voilà, exactement. Mm. Et peut-être que oui, dans vos actions, vous avez peut-être deux, trois, peut-être quatre, mais ce serait des pistes. La méthode des incidents critiques. Justement, on est parti de vos expériences. On va imaginer que un enseignant vienne vers vous et vous identifiez qu'il est en train de raconter un incident, un incident critique, en tout cas un moment où lui, il a changé. On va passer à la deuxième question sur le WooClap. Finalement, par quelles actions
vous arrivez à développer la démarche réflexive ou à aider les enseignants à se développer professionnellement, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place? Et peut-être que la grille qu'on vient d'évoquer, à savoir action, appropriation, interaction, réflexion, peut vous renvoyer vers des choses que vous faites et que vous n'intégrez pas forcément au développement professionnel. Pareil sur le Book Lab. Qu'est-ce que vous faites? On a déjà une vingtaine de réponses. Je te commence à les lire, Amaury. Donc, on a des communautés de pratique, des ateliers de retour d'expérience, du questionnement, une formation, des cafés pédagogiques qui favorisent les moments informels, des entretiens individuels basés sur un portfolio. Peut-être que là, c'est des choses associées, mais peut-être qu'on pourra parler des deux et peut-être de l'association entre les entretiens individuels et le portfolio. L'analyse expérientielle de Kolb, qui peut aider, la rédaction de fiches pratiques réflexives, les propositions d'auto-évaluation, amener à observer des pairs, des questions, entretiens d'explicitation, des caractéristiques, beaucoup de choses sur l'évaluation. Peut-être que ça mérite un éclairage. L'envoi d'articles pédagogiques. Il y a quelqu'un qui a dit par la lecture des conseils d'Amaury Del, le journal de bord, poser des questions, formation, tutoriel. Donc, de la veille, des formations, de l'analyse de pratique, de l'envoi de lecture, de l'entretien conseil. Est-ce que toi, tu vois d'autres formes ou peut-être et voir quelle est la place de l'évaluation dans tout ça? Pareil, ton micro est coupé. On y arrive. Oui, peut-être une définition de l'accompagnement, parce que, comme je disais, on n'est pas nécessairement formé à l'accompagnement ou à la formation, etc. Et ce qu'on entend par accompagnement, j'ai repris une définition, je vous enverrai toutes les références. J'ai repris une définition qui a déjà une dizaine d'années, mais que je trouve assez intéressante. L'accompagnement, c'est une relation qui aide l'accompagné à être le maître d'œuvre de son projet. C'est une définition de Sandrine Biemar. Et je trouve intéressant parce que dans cette définition-là, on vise l'autonomie, clairement. Et d'ailleurs, elle ajoute cette finalité, met au jour le paradoxe de tout accompagnement, c'est-à-dire que son but ultime, c'est de disparaître à un moment donné. Alors, bon, d'une certaine manière, on renouvelle les questions que les enseignants se posent et la relation perdure, mais petit à petit, un des objectifs, c'est de rendre l'autre et les personnes plus autonomes dans leur travail, dans les questions qu'elles se posent. Et donc, je trouve que tous les exemples dont vous avez parlé sont intéressants justement par rapport à ça. Donc, quand vous parlez de communauté de pratique, de formation, de café pédagogique, de fiches d'auto-évaluation, de lire un article pédagogique, etc., tout ça, ça peut prendre la forme d'accompagnement, d'interaction, de réflexion avec les enseignants. Alors, pour Biemar, il y a 4 grands axes dans l'accompagnement. Je les reprends peut-être rapidement. Donc, c'est une relation qu'on va créer. Okay,
Donc, il y a un gros travail au niveau de la relation, de la création du lien de confiance avec les personnes. Ça, c'est une première chose. Ça va s'inscrire dans la durée. Il y a aussi un axe de négociation. C'est-à-dire que c'est la personne c'est la personne qui va être accompagnée, qui va aussi imprimer un peu le rythme, qui va dire ben, j'aimerais bien parler de telle question, tel problème que je rencontre, j'aimerais bien que ce soit un certain rythme, on ne va pas se voir tous les jours, et des choses comme ça. Donc il y a une partie aussi de négociation du sens de ce qu'on fait avec la personne. Il y a un axe de concrétisation, c'est-à-dire définir comment on va mettre réellement en place cet accompagnement, et puis un axe d'autonomisation, donc rendre autonomes les personnes. Alors, dans les expériences dont vous parlez, moi, mais c'est très personnel. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des méthodes qui sont plus adaptées que d'autres. Moi, j'ai toujours utilisé beaucoup le cycle de Kolb sur l'apprentissage expérientiel. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on est obligé de réfléchir d'abord à la description d'une activité pédagogique ou d'une situation que les personnes vivent. Donc, on doit beaucoup décrire avant d'analyser. Et si on cherche des explications avant de décrire tous les tenants et aboutissants, ou en explicitant comment ça s'est passé, dans quel contexte, etc., il y a un risque qu'on passe à côté de choses importantes. Donc ça, j'aime assez bien cette façon de travailler, d'animer finalement un entretien d'accompagnement, ou bien pour un groupe d'enseignants éventuellement, parce qu'il y en a certains qui ont parlé de café pédagogique ou de communauté de pratique, etc. La méthode des observations par les pairs, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça permet vraiment d'amener des discussions entre enseignants qu'on peut accompagner, mais à partir du moment où ils ont des discussions entre eux, ça veut dire que potentiellement il y a plus de chances qu'ils s'autonomisent. Donc ça, je trouve ça intéressant. Même chose pour les communautés de pratique, hein, quand on se centre sur un thème particulier et qu'on anime des discussions régulières avec un groupe d'enseignants intéressés par une thématique particulière. Et puis, peut-être un dernier point par rapport à l'évaluation. Hein. Vous avez, tu poses la question par rapport à l'évaluation des enseignements. Ben, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que on va analyser ensemble des faits, ou en tout cas des choses que des étudiants disent à propos d'un enseignement. Et là, on ne part pas de rien, on ne part pas de l'expérience personnelle de l'enseignant, on parle de l'expérience personnelle des étudiants. Donc, il y a un tiers, si on veut, et on va devoir essayer d'analyser ce que disent les étudiants. Et ça, vraiment, c'est comme base, pour accompagner, pour travailler sur la pratique réflexive, je trouve ça vraiment très, très bien. Pour autonomiser les enseignants par rapport à ça, je crois qu'il faut travailler justement sur les méthodes d'analyse, en fait. En gros, les commentaires des étudiants, on sait de quoi ça parle. Les thèmes, il y a des thèmes très, 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 très récurrents. Ça parle des contenus, de la présentation des contenus. Ça parle de l'expression orale et de la présentation des enseignants. Les étudiants parlent des examens, des évaluations et des notes, évidemment. Et il y a quelques thèmes comme ça, 5-6, qui sont vraiment très, très récurrents. Et sur lesquels on peut assez vite travailler avec les enseignants pour peu qu'on arrive à les analyser en tant que tels. Donc voilà un peu quelques éléments de définition, et puis une réaction par rapport à aux exemples dont vous venez
que vous venez de lister là, d'actions pour accompagner la démarche réflexive. D'accord, donc finalement, on se rend compte qu'on peut mettre en place des actions, mais que si on veut transformer la pédagogie et transformer les pratiques des enseignants, du coup, il faut les aider dans leur développement professionnel. Et tu parles de relations, de négociations. Oui, Donc, c'est très, tu sous-entends très certainement une relation, en tout cas pas sur un événement, mais peut-être une relation suivie. oui. Alors oui, ça peut arriver enfin, un accompagnement normalement c'est sur une relation suivie, on va se voir plusieurs fois, ok. Bon, un entretien ponctuel, ça peut être tout à fait intéressant aussi, mais en général ça suffit pas pour entretenir une démarche de réflexion, de changement, etc. Peut-être oui, peut-être un point sur lequel on devrait insister aussi, c'est le contexte dans lequel on est. Dans les universités, les hautes écoles, euh, on est dans un contexte qui n'est pas encore très habitué au conseil, en fait. Qui n'est pas encore très habitué à recourir à des spécialistes ou à des expertes, des experts sur un sujet quand on en a besoin. Or, c'est le propre de tout professionnel qui se spécialise de plus en plus. Les professeurs d'université, enfin les enseignants-chercheurs, sont devenus des experts, terriblement experts, pointus dans un domaine particulier. C'est pour ça qu'ils ont été engagés. Et on leur demande toute une série d'autres tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Enseigner notamment, mais c'est aussi de l'administration, c'est aussi faire des budgets, gérer des projets, toutes sortes de choses qu'on leur demande de faire, mais pour lesquelles ils ont très souvent besoin d'aide ou de soutien. Et encore maintenant, dans le contexte universitaire aux écoles, on n'a pas ce réflexe de demander du soutien, du conseil à des experts sur ces sujets-là. Alors que dans le monde professionnel privé, dans les entreprises, etc., ben, c'est assez commun, c'est assez banal en fait. C'est normal de faire appel à quelqu'un spécialisé dans la gestion de projet pour gérer des projets, voilà, ou pour nous aider à le faire. Donc ça, c'est une culture aussi particulière qu'il faut peut-être développer à un niveau plus institutionnel. D'accord. Donc, justement, tu parlais de formation. Donc, on est parti d'une expérience personnelle. On a vu qu'il y avait plusieurs axes pour plusieurs actions et une définition. Donc, on va passer à la question suivante sur le WooClap, qui porte sur les compétences pour accompagner les démarches réflexives des enseignants ou les aider à se développer professionnellement par rapport à toutes les actions qu'on a dites, par rapport à toutes les références qu'on a pu citer et peut-être même la posture finalement qu'on a sous-entendue. Sur le WooClap, à votre avis, quelles compétences il faut pour développer ce soutien à la démarche réflexive des enseignants? Un ingénieur pédagogique arrive dans votre service, il a envie de se développer sur ce point-là. Qu'est-ce que vous lui dites de faire et de développer comme compétence? Excuse-moi, Yann, il y a aussi une question dans le chat. Je sais pas si J'étais en train de la lire, oui. Ah, oui. Voilà. Je l'ai pas vu. Je peux répondre à cette question. Ah oui, ok. Peut-être, excusez-moi, Amri, je ne sais pas si dans l'enregistrement on verra les questions, donc je vais peut-être la lire. La question, c'est comment appliquer Kolb à des enseignants quand les typologies décrites sont celles d'étudiants, car l'enseignant n'est pas forcément dans une démarche d'apprentissage quand il vient nous consulter. Posture entre parenthèses. Il y a aussi la variante de qui sollicite qui, ce qui impacte les postures. Dans le cadre de projets d'enseignement, il incombe souvent aux ingénieurs pédagogiques de les solliciter et non l'inverse. Disons, d'abord, quand je parle de cycle de Kolb et d'apprentissage expérientiel, c'est un schéma mental que le conseiller a en tête. Ce n'est pas quelque chose qu'on applique à la lettre et qu'on va dire, qu'on va expliquer à l'enseignant qu'on accompagne. C'est un schéma mental de 4 grandes questions qu'on va leur poser, même sur le ton informel, à la limite, pour d'abord décrire, les inviter à décrire un petit peu, essayer de chercher des explications à ce qu'ils ont observé, essayer
d'en tirer des conclusions, des enseignements et de tester autre chose la fois suivante. C'est juste un schéma mental, un outil mental qu'on a en tête en tant que conseiller pour entrer en conversation d'accompagnement, même un accompagnement tout à fait informel avec des enseignants. Alors, voilà, c'est surtout ça que je décrirais. Après, alors, dans le cadre de projets d'enseignement, il incombe souvent aux ingénieurs pédagogiques de les solliciter et non l'inverse. Oui, bah, c'est un peu ça. C'est que, enfin, pour moi, c'est vrai qu'il faut les solliciter, aller les chercher, organiser. Mais je crois que ce genre de questions, ce schéma mental de questions qu'on peut avoir en tête permet justement d'entrer en relation et travailler sur la relation avant d'entrer dans un projet d'envergure, d'innovation pédagogique, où ils vont devoir changer plein de choses. Mais enfin, j'espère que je ne réponds pas trop à côté de la question. Mais... quelques éléments en tout cas. Ok. Merci beaucoup. En espérant, Denis, que ça donne quelques pistes. Du coup, je vous disais qu'on allait aller sur le WooClap. Et le WooClap, donc, qu'est-ce qu'il faut pour développer la démarche réflexive? Qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour soutenir la démarche réflexive des enseignants? Vous pouvez, du coup, répondre à la question, donner votre avis sur le WooClap. Du coup, en attendant que tous les gens répondent à la question sur le WooClap, je vois qu'il y a une autre remarque sur le chat. Et donc, de Lucie, je rejoins également Denis à Grenoble. Nous sommes encore bien souvent en difficulté face à des enseignants qui refusent de prendre en compte les évaluations de leur enseignement par les évaluations. Est-ce qu'on peut, du coup, obliger les gens à se développer professionnellement? Non, bien sûr. Non, comment... alors, enfin, je ne sais pas quelle est leur expérience, mais enfin, votre expérience dans vos universités, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont réfractaires, mais moi, mon sentiment, enfin, je ne les ai pas comptés, mais mon sentiment, je pense qu'ils sont quand même minoritaires. Alors, ça dépend un peu comment vous voyez les choses. D'un côté, on ne peut pas forcer les personnes à se développer professionnellement, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi que l'institution prenne ses responsabilités et dise, ben oui, les évaluations des enseignements, on doit montrer qu'on en tient compte d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut rentrer dans une réflexion minimale, en tout cas sur ce sujet-là. Et je crois que les étudiants ne seraient pas contents d'entendre ça, et ils auraient raison. Et je trouve que les institutions devraient prendre un peu plus de responsabilité par rapport à ça. D'un autre côté aussi, il faut aussi pouvoir rassurer les enseignants face aux évaluations. Alors, d'un côté, il y a les étudiants, d'un côté, il y a les enseignants. Il faut pouvoir rassurer, en tout cas, en disant, mais votre poste ne dépend pas de l'avis de 3 étudiants qui sont fâchés dans votre cours, évidemment. On n'en est pas là. On en est à développer la qualité globale de l'enseignement à l'université petit à petit. Et quand des étudiants disent qu'ils ne sont pas contents, il faut au minimum essayer de comprendre pourquoi ils disent ça. Si ce n'est pas clair, bah, effectivement, on ne va peut-être pas en tenir compte, hein, parce que c'est toujours des commentaires écrits et parfois, ce n'est pas toujours très clair ce qu'ils écrivent, évidemment. Mais
quand c'est suffisamment clair que pour être analysé et quand c'est suffisamment relayé par un certain nombre d'étudiants, là, on doit quand même se poser la question. Après, prendre en compte les avis des étudiants, c'est pas nécessairement prendre tous les avis des étudiants et y souscrire tout de suite. Parfois, prendre en compte l'avis des étudiants, c'est se dire, ben oui, il y a quelque chose je ne vais pas changer les choses par rapport à ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris par eux et je vais mieux l'expliquer la prochaine fois. Ça peut être juste ça. Ça peut être expliciter davantage son enseignement et dire pourquoi on fait les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Du côté des étudiants, il y a un travail un peu pédagogique aussi à faire, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser aussi au niveau institutionnel, et là encore les institutions devraient prendre leurs responsabilités. Au niveau institutionnel, les étudiants devraient leur dire voilà, le but de l'évaluation, c'est d'améliorer les enseignements, mais dire à un enseignant votre cours est nul, ça fait absolument pas avancer les choses. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait changer. C'est juste, si c'est juste pour se défouler, ça sert vraiment pas à grand-chose et il n'y a rien qui va changer. Donc, il faut prendre le temps de rédiger un feedback constructif qui propose éventuellement des pistes et qui explique pourquoi on explicite sa critique, par exemple. Donc, quand c'est respectueux, quand il y a des propositions concrètes, etc., ben, ça peut être tout à fait pris en compte et l'enseignant ne se sent pas agressé. Et dans mon institution, on essaye de faire justement un vade-mecum pour les étudiants pour expliquer que, ben, en plus, c'est une formation d'enseignants chez nous, donc si nos étudiants ne sont pas capables de donner du feedback constructif, il y a comme un souci quand même. Donc, on essaye quand même de les sensibiliser à ça et que ce ne soit pas un défouloir. C'est vrai que c'est anonyme, ça doit rester anonyme, hein, les commentaires des étudiants, mais s'ils veulent vraiment qu'il y ait des choses qui changent, il faut le faire de façon constructive. Bah justement, ça fait le lien avec certaines réponses du BookLab. Évidemment, beaucoup de compétences liées à l'humain, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, peut-être évidemment avoir des bases en sciences de l'éducation et en pédagogie, des choses beaucoup plus spécifiques sur les techniques d'entretien, et de toutes ces compétences-là qui vont sur le relationnel. Il y a aussi d'autres questions en disant, mais est-ce que du coup un ingénieur pédagogique qui s'investirait dans le conseil doit devenir psychologue? Mm-hmm. Est-ce que comment on trace le lien entre est-ce que parfois il n'y a pas des enseignants finalement qui en viennent à parler d'autres choses qui vont au-delà du professionnel, et comment on peut gérer ça? Mm-hmm. Excuse-moi, tu me dis par rapport aux listes de compétences des... Oui, c'est ça. En fait, je disais, et enfin, c'est vrai que là, je peux pas le diffuser, mais il y a eu une question sur WooClap sur quelles sont les compétences. Beaucoup de questions liées au relationnel et de compétences liées au relationnel. Et donc dans cette relation, Oups. Je vais enchaîner parce que j'ai l'impression qu'Yann on n'entend plus. Donc, ce que je veux dire, par rapport aux compétences, c'est vrai que des listes de compétences, on peut en trouver autant qu'on veut dans la littérature. Hein, si je reprends... vous m'entendez ou c'est moi qui étais... Oui. On vous entend très bien, Amaury. Okay, ça va. C'est Yann et Irina qui ont eu des soucis, je pense. Alors, quand on regarde la liste des compétences des accompagnateurs ou des conseillers pédagogiques, ça suit un peu les 4 axes dont je parlais tout à l'heure, hein, sur créer un cadre relationnel, organiser des stratégies de réflexivité, etc. Je ne sais pas si je prends la grille des compétences de l'accompagnateur de Sandrine Guémard dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une partie sur la relation, sur la négociation,
sur la concrétisation et sur l'autonomisation. Ça se trouve assez bien dans la littérature. Ce qui est intéressant avec ces grilles de compétences, c'est qu'en tant qu'accompagnateur, en tant que conseiller, on peut la prendre sous les yeux et puis décrire, essayer de trouver pour chacune des compétences des situations qu'on a vécues ou qu'on peut imaginer, qu'il faudrait, dans lesquelles on doit faire preuve de ces compétences-là. Alors, c'est vrai qu'il y a des compétences de négociation très relationnelles. Être psychologue, ça, franchement, c'est pas notre boulot. Même si on doit pouvoir relayer les personnes qui auraient des problèmes psychologiques, je ne sais pas, mais vers d'autres professionnels à ce moment-là. Ça peut être de la médiation au niveau de l'institution ou d'autres professionnels, mais nous, on est vraiment centré sur le conseil pédagogique. Mais quand on a ces compétences-là, et dans un bouquin que j'ai retrouvé, là, on a une liste de compétences et puis des indicateurs ou des situations dans lesquelles les conseillers vont devoir faire preuve de ces compétences-là. Et en équipe de conseillers, c'est un exercice vraiment intéressant, en fait, parce qu'on va commencer à échanger sur des situations où on doit faire preuve de telle ou telle compétence, que ce soit de la négociation, de la relation, rendre les personnes autonomes, etc. Et on va pouvoir échanger aussi et se former les uns les autres. Il n'en reste pas moins que une des remarques que j'ai vues là dans le chat, c'est les compétences pédagogiques, en fait. Ça c'est un peu le cœur du métier, j'ai envie de dire. Et il y a besoin de connaître un peu les grands concepts, ou en tout cas les grands processus d'apprentissage et de formation d'enseignants. Ça, je crois que c'est quand même une base sur laquelle qu'il faut avoir à un moment donné. Même si, c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure, on se forme aussi en faisant, en réfléchissant, en travaillant avec les autres, etc. Mais je crois que petit à petit, il faut une base à ce niveau-là. Je ne sais pas si je réponds bien. Après, j'ai vu une remarque. Oui, à mon avis, c'est juste quelque chose qui n'a pas bien été compris. Vous pensez vraiment qu'on arrive en disant à un enseignant que son cours est nul? Ben non, justement, c'est bien ce que j'ai dit. Oui. Oui, c'est plutôt comment accompagner un enseignant qui reçoit cette remarque d'un étudiant. Et, oui. Oui. Si un étudiant dit cette remarque-là, c'est normal qu'on n'en tient pas compte parce que ça veut rien dire. Donc il faut peut-être former les étudiants, sensibiliser les étudiants à formuler des feedbacks plus constructifs et plus respectueux aussi. Du coup, il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être on peut parler puisqu'on a parlé de beaucoup de compétences pédagogiques, d'articles de recherche, et voilà, quand on s'intéresse à ce domaine-là, il y a des modèles qui permettent de mettre du lien. On peut commencer une nouvelle fois par une question sur le SOTL qui est dans le WooClap. Et peut-être après sur le temps qui nous reste, préciser un peu qu'est-ce que ça peut apporter, comment on peut le mettre en place. Donc sur le WooClap, votre positionnement par rapport au SOTL. Pendant que vous répondez à ces questions, je vois aussi les commentaires. Je trouve il y a un commentaire assez intéressant bon, je la connais pas, c'est Alice. Personnellement, je trouve que les questionnaires institutionnels ne sont pas faits pour aider et accompagner l'enseignant dans son enseignement. Seul lui-même, en posant ses questions, en évaluant les tests qu'il a tenté, peut faire évoluer sa pratique.
je trouve cette remarque tout à fait intéressante, pertinente. Je crois que le but de l'évaluation des enseignements à l'université, c'est de entamer et soutenir un dialogue sur la pédagogie entre les enseignants et les étudiants. Et les enseignants qui le font déjà avec leurs étudiants, en leur posant eux-mêmes des questions en classe, oralement ou par écrit, franchement, il faut les soutenir. Après, les questionnaires institutionnels, ils ne répondent pas uniquement aux besoins d'accompagnement et de faire évoluer la pratique. Il y a besoin aussi d'un monitorage et d'un pilotage au niveau institutionnel. Et il y a besoin qu'au niveau institutionnel, on ait quelques tendances, qu'on ait aussi quelques pistes. Moi, en tant que responsable du pilotage des formations dont je suis responsable, j'ai besoin aussi d'avoir de pouvoir poser des questions à tous les étudiants de la même manière, avec la même formulation, pour pouvoir aussi comparer d'une année à l'autre et globalement piloter les formations. Donc là, il y a un peu deux objectifs qui sont un peu en concurrence et il faut les marier du mieux possible. Du coup, marier, mettre du lien, peut-être que le Sotol est une piste. Je te lis, Amaury, je vous lis du coup les résultats. Donc le Sotol, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, il y a 23 personnes. Le deuxième, j'ai lu quelques articles dessus, une vingtaine de personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui savent de quoi il s'agit. Nous commençons à essayer de le mettre en place, 8 personnes. Oui, j'aimerais bien savoir quels sont les services qui commencent à le mettre en place. Et il y a une personne qui dit que nous sommes déjà bien avancés. Donc voilà, une bonne partie des personnes qui ne sait pas encore ce que c'est, une autre grosse partie qui sait ce que c'est et qui l'a peut-être mis en place. Est-ce qu'on peut faire un point sur qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place, en tout cas d'une manière synthétique? Donc le SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning, donc c'est le développement de l'expertise des enseignants à propos de leur pratique d'enseignement et à propos de l'apprentissage de leurs étudiants. Scholarship dans le sens vraiment développer son expertise et ses compétences sur ces sujets-là. Alors, en fait, une des pistes mais ça existe depuis très longtemps, hein, le SOTL, plusieurs dizaines d'années, je dirais. En fait, l'idée, c'est de faire de la recherche à propos de ces enseignements. Donc, considérer qu'un terrain d'étude peut être ses étudiants ou son enseignement de façon plus générale. Et on va mener une étude à ce petit niveau-là avec ses étudiants, etc. Alors, il y a beaucoup ça se développe relativement peu parce que c'est assez complexe. D'un côté, on comprend bien que c'est intéressant parce que une façon d'intéresser les enseignants à la pédagogie, à l'enseignement, c'est de passer par la recherche, forcément, puisque à l'université, on est quand même souvent plus intéressant, ou en tout cas, on est arrivé à l'université par la recherche, grâce à sa formation de chercheur. Donc, ça peut être intéressant de dire on va passer par la recherche pour intéresser à l'enseignement. Et en même temps, c'est de la formation parce que c'est vraiment une réflexion très approfondie, forcément, sur ces enseignements. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps, comme toute recherche. Les enseignants n'ont pas nécessairement du temps à consacrer à ça. Et en général, ça se fait en parallèle d'un projet pédagogique qui est accompagné. Comme ça, tout le monde a du temps formel pour mener le projet et éventuellement faire une recherche et publier quelque chose là-dessus. Donc, dans les universités où il y a des fonds d'innovation pédagogique, c'est le cas dans la plupart des universités où j'ai travaillé, je veux dire, il y a des conseillers qui ont du temps, qui sont payés pour accompagner, et puis les enseignants ont du temps aussi pour développer leur projet et donc éventuellement publier là-dessus.
Alors, un des préalables, c'est quand même aussi, on parlait tout à l'heure des compétences pédagogiques des conseillers, mais il faut aussi des compétences en recherche en pédagogie, du coup. Et ça, c'est encore quelque chose de différent et qui est pas nécessairement évident à acquérir comme ça sur le tas. Est-ce qu'on voit bien l'étape finale, hein, qui est finalement avoir un regard réflexif par la recherche et avoir été accompagné par un ingénieur pédagogique qui peut accompagner sur la recherche? Est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires qui permettraient simplement de faire en sorte que les enseignants qui ont ce regard un peu, je peux expérimenter, je teste, et en fonction du test, j'essaye d'améliorer. Simplement cette démarche-là, sans forcément aller jusqu'à la publication de recherche, il y a des étapes intermédiaires avant d'arriver au SOTL. Oui, sans projet. Justement, l'évaluation des enseignements, c'est vraiment un bon point de départ, en fait. Parce que si on considère que l'évaluation des enseignements va nous faire nous poser des questions sur nos enseignements, ça fait autant de thématiques ou de problématiques de recherche qu'on pourrait traiter. Ça peut être l'interaction avec les étudiants, ça peut être leur expérience d'apprentissage parce qu'on les a fait travailler en groupe, par exemple, ça peut être leur vécu d'une méthode pédagogique qu'on leur a proposée, des choses comme ça. Et pour aller plus loin que juste les questionnaires d'évaluation des enseignements, on va éventuellement collecter d'autres données, par exemple en organisant un focus group, donc un groupe de discussion avec des étudiants volontaires. Ça va peut-être être aussi des questionnaires complémentaires et plus approfondis sur un sujet. Par exemple, ici, je suis impliqué dans un truc comme ça avec mes étudiants dans un cours à Genève. J'aimerais bien, je leur donne beaucoup de feedback à mes étudiants et j'organise des séances individuelles de retour sur leurs travaux. Et puis, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure mon feedback ou le système de feedback que j'ai mis en place est de qualité et si ça leur permet d'apprendre, ce serait bien, et éventuellement aussi de s'autonomiser dans leurs apprentissages. Donc voilà, c'est un exemple de thématique de recherche. On a commencé cet atelier, cet échange, ce trop court atelier, ce trop court échange sur les expériences des ingénieurs pédagogiques. On vient de parler du SOTL. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'équivalent du SOTL pour les ingénieurs et conseillers pédagogiques? Oui, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle le SOAD, Scholarship of Academic Development, académique dans le sens professeur de l'enseignement supérieur. Donc, c'est développer son expertise dans le conseil pédagogique, on va dire. Et c'est la même chose appliquée à nous. Donc, je sais pas, avec Roland Tormy et Paola Ricciardi, on avait listé une fois toute une série d'exemples d'activités de Scholarship of Academic Development, notamment, et en général, ça se fait aussi en équipe. Donc, par exemple, faire un journal club entre collègues, donc un collègue qui lit un article scientifique sur un sujet particulier, qui en rend compte et on en discute on en discute 1 heure avec les collègues. Ça peut être très intéressant et ça fait partie du développement professionnel des conseillers pédagogiques. Ou ça peut être une mini-recherche sur quel est le sentiment d'apprentissage des enseignants quand ils participent à nos ateliers pédagogiques. Ça peut être des conseillers pédagogiques de plusieurs établissements pour se rencontrent régulièrement pour faire une communauté de pratique. On faisait ça toute une époque ici en Suisse romande. Voilà. Oui, ce sont des exemples courts qui sont pas si difficiles que ça à mettre en œuvre, que vous faites sûrement déjà en réalité, et qui sont pas nécessairement une recherche évaluative sur nos pratiques, etc. Oui, donc peut-être assister à des comités de pratique, assister à des ateliers, assister à des formations, mais aussi formaliser ce qu'on a appris, le situer par rapport à ce qu'on sait déjà et échanger. Bref, finalement, s'appliquer à soi-même l'action, appropriation, interaction et réflexion.
Voilà, c'est plutôt ça, effectivement. On avait commencé cet échange sur le fait de l'intégrer à plusieurs actions en STIA. Et donc, actuellement, dans notre fiche référence d'ingénieur pédagogique, la mission qui correspond à ce dont on a parlé, c'est soutenir la démarche réflexive des enseignants dans leur pratique d'enseignement. Mhm. Nous, on a vu d'autres référentiels où c'est formulé accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement professionnel pédagogique. Cette dernière formulation nous a semblé plus facile pour lier justement le travail de l'enseignant et le travail de l'ingénieur conseiller pédagogique, à savoir, ça va être plus facile pour nous d'inciter les enseignants à se développer professionnellement si nous-mêmes on emploie ces techniques-là. Oui. Oui. Voilà, donc on est plutôt parti sur la dernière formulation. Et j'aimerais du coup, et juste après, peut-être on te demandera ton avis si on a encore le temps, Amaury, mais peut-être on a sur le WooClap, est-ce que finalement vous voyez quelque chose qui serait préférable dans l'intérêt général, hein, ce serait vraiment pour la plusieurs centaines d'intérêts pédagogiques et au-delà de votre situation personnelle. Est-ce qu'il faudrait garder la formulation actuelle qu'il y a sur une fiche de poste ou la faire évoluer vers quelque chose de plus large et de plus en lien avec notre propre développement professionnel? Vous pouvez donner votre avis sur le WooClap. Et on fait, comme d'habitude, un retour juste après. En passant, j'ai trouvé intéressant justement ces deux profils de postes définis, synthétique, activité principale. Je ne les connaissais pas en fait. Je ne savais pas qu'il y avait des choses aussi précises chez vous, et je trouve intéressant. C'est bien formulé en fait. Alors on sait que c'est des profils de poste très, très génériques, hein, d'une institution à l'autre, ça va s'appliquer de différentes façons, mais je trouvais ça intéressant aussi dans la liste des compétences, compétences managériales requises éventuellement. Et puis aussi intéressant les tendances d'évolution. Oui, effectivement. Faut trouver effectivement un équilibre entre. Je pense que pour valoriser le métier, du coup, il faut le définir. Aller vers d'autres métiers ou tout simplement aller vers la gouvernance en disant qu'on est tout et tout à la fois, ça peut être compliqué pour nous situer. Mais en même temps, il faut s'adapter à la particularité de chaque établissement et de chaque contexte. Donc oui, quelque chose qui soit en même temps suffisamment général et suffisamment précis. Il y a un certain nombre d'autres métiers qui arrivent. Je pense que notre nouveau métier peut y arriver aussi. Oui. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous couper parce que les échanges sont passionnants, mais il faut qu'on termine le webinaire. Je voudrais juste dire que votre conversation, elle nous fait un lien direct avec la thématique aussi des prochaines journées nationales en STIA qui auront lieu le 2, 3 et 4 novembre à Bordeaux, parce que précisément, on va parler du développement professionnel, de comment se développer professionnellement, comment se développer dans son métier. Donc peut-être que on pourra prolonger cette discussion à ce moment-là. Juste pour dire pour les personnes qui regardent qu'on a enregistré le webinaire, donc ça sera partagé sur la chaîne YouTube Instia. Et Yann, on va te demander, puisqu'on a eu un petit souci avec le partage d'écran et comme on n'a pas pu finalement accéder aux résultats du WooClap, peut-être de poster les résultats de WooClap sur Community. Comme ça, les membres d'Anstia pourront consulter ces résultats en parallèle. Merci à tout le monde. Merci au public qui a été là. Merci encore Yann et Amaury. Et puis, à la prochaine. Donc là, c'est le dernier webinaire de cette année académique, mais on reviendra en septembre pour de nouveaux webinaires. Parfait. Donc, la suite sur Community. Merci Amaury. Je vous envoie les références que j'ai utilisées.
Parfait. Merci infiniment. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.